Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Voilà, donc chacun va pouvoir s'installer. On est vraiment ravis donc d'accueillir nos deux partenaires, à la fois Sciences Po Bordeaux et le Journal Sud-Ouest pour ce grand oral. Et je laisse le soin à Isabelle Castéra et aux étudiants de présenter et d'interviewer notre invitée, Irène Frachon. Elle est là, elle arrive de ce côté. Bonsoir tout le monde. Le docteur Irène Frachon, que nous recevons cet après-midi dans le cadre du Festival de films d'histoire de Pessac pour le grand oral Sciences Po Sud-Ouest, est typiquement une lanceuse d'alerte. La lanceuse d'alerte est une personne qui se trouve confrontée à des informations qu'elle signale, car elle les pense répréhensibles ou contraires à l'intérêt général. Si l'expression a été depuis galvaudée ou juste banalisée, Irène Frachon, elle, colle idéalement à la définition précise rédigée par le défenseur des droits. Elle a agi dans l'urgence de l'intérêt général, sans relâche pendant 15 ans. Alors, jeune pneumologue à l'hôpital Antoine Béclère à Paris, elle est témoin de la colère de ses confrères, constatant que l'isoméride, un médicament coupe-faim des laboratoires Servier, était à l'origine d'hypertension artérielle pulmonaire, parfois mortelle. Mais c'est en 2006, alors qu'elle travaille au sein du CHU de Brest, qu'elle établit un lien direct entre ces patients souffrant de valvulopathie, une affection cardiaque parfois mortelle, et la prise de Mediator, dont la composition comprend l'isoméride, commercialisé par le même laboratoire Servier. Je ne me trompe pas. C'est presque ça. Ah, c'est toujours presque ça, les journalistes. Ah, mais les médecins, ils sont pénibles. Hein, Oui, c'est ça. Elle prendra le temps de rassembler des preuves, puis va engager une bataille pour sauver des vies, limiter la casse, interdire ce médicament, punir les uns, protéger les autres, aider à faire justice. Le Mediator était un médicament a priori destiné aux diabétiques en surpoids et détourné comme coupe-faim. Banalisé par les médecins prescripteurs et considéré comme non dangereux. C'était ça à peu près. Aussi. Bon. On sait aujourd'hui qu'il est à l'origine d'au moins 2000 décès et de dizaines de milliers de cas de personnes souffrant désormais de séquelles graves, de vie détruite à cause d'un médicament. Est-ce que ce scandale sanitaire parmi les plus emblématiques des dernières années a servi de modèle, qui est devenue la fille de Brest, qui est plus derrière nous, mais qui était moi. Je vais laisser la parole aux étudiants de Sciences Po. Et pour commencer, alors je cherche mes fiches. La première, je vais laisser la parole dans mon petit bazar, ça y est, à Maureen. Bon, je vais laisser la parole donc à Maureen, Audrey et Nicolas qui vont questionner le docteur Frachon sur l'origine, on va dire la genèse de comment on appelle ça, de ce combat, hein, voilà. Et de ce drame sanitaire. Et ce drame sanitaire. Bonsoir Irène. Tout d'abord, pour commencer, quelles ont été vos motivations pour devenir pneumologue et comment vous décriveriez-vous en tant que médecin globalement ? Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici à Pessac. Sachez que je suis charentaise, Charente inférieure, donc vraiment pas très loin. Et pas du tout danoise, comme peut le laisser croire, par exemple, le film La fille de Brest. Voilà. Donc, une région à laquelle je suis attachée. Alors, je vous remercie pour tes questions. Enfin, je te remercie pour tes questions. Je me permettrai de vous tutoyer. Et d'une certaine façon, ces questions, maintenant, je sais beaucoup mieux y répondre depuis une quinzaine d'années parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Et j'avoue que pendant très longtemps, en fait, je n'ai pas vraiment réfléchi j'avais pas des réponses évidentes. Et puis, je suis allée fouiller dans mon enfance, dans ce qui avait pu effectivement me structurer et puis ce qui avait pu m'amener à ce métier. Et en particulier, d'abord le métier de médecin,
J'ai reçu, alors je suis désolée, c'est comme ça, une éducation protestante. C'est pas complètement stupéfiant venant des zones de La Rochelle, etc. Et on nous enseignait, quand j'étais petite à l'école biblique, la vie. Alors, vous savez, les protestants n'ont pas de saint, mais c'était presque tout comme un médecin dont on connaît plus le nom, qui s'appelle le docteur Albert Schweitzer, qui a été prix Nobel de la paix et qui a été surtout le promoteur et l'initiateur des premières actions humanitaires extrêmement fortes, puisqu'il est allé fonder et a vécu à Lambaréné au Gabon, notamment pour soigner des lépreux et s'impliquer pleinement dans son action humanitaire. Il est mort là-bas, il est enterré là-bas. Donc c'était pour moi... c'est un peu le lavage de cerveau. Hein. Quand on a 7 ans, 8 ans, je me suis dit, faut que je fasse comme Albert Schweitzer, j'ai pas d'autre choix, donc je vais aller en Afrique soigner, voilà, et faire de l'humanitaire. Alors je suis pas allée en Afrique, je suis allée en Asie, mais j'ai quand même fait médecine, et je suis partie effectivement avec Médecins sans frontières des années plus tard. Alors la pneumo, pourquoi la pneumo ? Ça, c'est une question de rencontre, tout simplement. Je n'aurais jamais imaginé faire de la pneumologie, surtout que c'est un horrible métier. Ça consiste, pour la majorité du temps, à soigner les gens qui se tuent avec le tabac. Donc c'est extrêmement frustrant. Autrefois, c'était pour soigner la tuberculose. Aujourd'hui, c'est pour soigner les maladies du tabac. Et je vous en supplie, passez tous à la vape, pour ceux qui fument encore. Avec un max de nicotine. Donc pneumologue parce que j'ai rencontré une équipe une rencontre humaine qui m'a beaucoup plu et qui faisait de la greffe pulmonaire. C'était dans les années donc 85-90. C'était les premières greffes d'organes qui concernaient donc le poumon. Je trouvais ça absolument extraordinaire et j'avais la chance d'embrayer dans cette direction-là. Puis après j'ai un petit peu bifurqué, notamment en allant m'installer à Brest. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci beaucoup. Maintenant, on voudrait savoir quelle passion ou quelle histoire a été plutôt le déclic qui vous a poussé à enquêter davantage du coup, sur le scandale. Alors, c'est là, en fait, ce qui est assez curieux, c'est que c'est une histoire qui s'écrit depuis pratiquement le berceau, en fait. Et tout au long de ma vie de pneumologue pour aboutir à quelque chose, une démarche qui est, comme vous l'avez dit, une démarche de lanceuse d'alerte, mais qui n'est absolument pas une vocation. Et surtout, au moment où ça se passe, ce terme même était totalement ignoré. Hein. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Et j'ai même appris par des détracteurs, parce que alors, les lanceurs d'alerte, quand on lance une alerte pour dénoncer quelque chose qui ne se passe pas bien, c'est-à-dire éventuellement dénoncer un crime, un délit, ce qui était mon cas, ça peut être aussi des dysfonctionnements graves ou très choquants sur le plan de la morale. En général, on est mal vu. Et on s'attire surtout beaucoup d'emmerdes et on a beaucoup d'ennemis au départ. Ce qu'on n'imagine pas aussi, c'est que en réalité, ça va toucher bien au-delà. Et au moment où ça se passait pas bien, après le lancement de cette alerte, je suis tombée sur des mails très déplaisants à mon égard, des autorités de santé, et qui me traitaient de elle se prend pour un whistleblower. Et en fait, je suis allée regarder sur Wikipédia ce que c'était que whistleblower. Et je suis tombée sur la traduction du sociologue Francis Chateau-Renaud qui dit « c'est un lanceur d'alerte ». Et moi qui, depuis mon alerte, elle se développait déjà depuis quelques années, je vais y revenir, et elle me posait plein de questions morales. Il faut savoir qu'en France, on est encore très marqué par la délation, hein, les souvenirs de l'occupation, donc on est très vite pris pour des délateurs, en fait, quand on dénonce des dysfonctionnements qui vont éventuellement mettre en cause la probité des personnes. Et donc, tout ceci vous met quand même dans une spirale d'interrogation éthique et puis aussi de mise en danger. Et quand j'ai lu la description de leur sœur Nala, je me suis dit « waouh, mais c'est exactement ça ». Donc voilà, c'était pas une vocation, ça, vraiment, et je l'ai compris un petit peu à contre-coup, mais ça m'a quand même bien éclairé.
Alors, comment est-ce qu'on devient lanceur d'alerte? Donc, je ne suis pas une militante et ça n'est pas une vocation. Voilà. C'est différent pour les journalistes. Par exemple, les journalistes, ce sont des lanceurs d'alerte, mais c'est leur métier. Et ils apprennent aussi, d'ailleurs, ces dangers, les risques des procès, de la diffamation, etc. Le citoyen qui va dénoncer quelque chose, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, la définition est récente, et vous avez fait, donc allusion à aux défenseurs des droits. En fait, historiquement, je vais revenir à l'histoire, mais je trouve que c'est important cette affaire de lanceur d'alerte. Donc je vous dis, l'alerte que j'ai lancée, elle éclate publiquement en 2010. Bon, et là, à ce moment-là, 2010, vraiment, c'est un terme que personne ne connaît à part ce crétin qui me traitait de whistleblower, mais qui était quand même plus cultivé que moi. Et puis, dans les années qui ont suivi, il y a eu d'autres lancements d'alerte en France et à l'étranger. Alors, certaines particulièrement retentissantes, bien sûr, Julian Assange, Edward Snowden, mais aussi en France, des lanceurs d'alerte, par exemple, sur... des lanceurs d'alerte dans le domaine de la santé, mais aussi, par exemple, sur des pratiques financières extrêmement choquantes au sein des banques. C'est Stéphanie Gibault avec le scandale UBS, c'est Antoine Deltour avec ce qu'on a appelé les LuxLeaks, où à chaque fois, donc, ces personnes se mettent en danger et petit à petit risquent la prison, des amendes extrêmement lourdes. Il y a des lanceurs d'alerte aussi en Gironde, hein, enfin, il y en a un peu partout. Depuis, ce terme qui s'est donc popularisé, jusqu'à être parfois dévoyé, a entraîné diverses législations, lois successives. Alors c'est très intéressant parce qu'en 2010, il y avait déjà dans les pays anglo-saxons des lois qui existaient. Et la démarche théorique du lanceur d'alerte était quelque chose déjà de connu. Pas du tout en France. Je vous dis peut-être parce que cette délation que nous avons connue nous a mis un peu en retard. Puis on est rarement en avance. Et il y a eu plusieurs législations successives pour essayer effectivement de définir et d'appliquer un certain nombre de règles dont l'intention était d'abord de protéger le lanceur d'alerte pour peu qu'il remplisse un certain nombre de conditions, etc. Donc il y a eu plusieurs lois successives et puis c'est parti à l'Europe. Et moi, j'ai assisté aux discussions au niveau européen dans les années 2015 pour qu'il y ait des directives européennes qui ont ensuite été transposées dans le droit français. Et je me souviens que j'ai été allée avec un photographe pour afficher faire une grande exposition des victimes du Mediator. Donc on était vraiment dans ce débat-là. Et puis donc c'est revenu en France et il y a eu des lois Sapin 1, Sapin 2. Et la dernière grande loi qui est aujourd'hui active, c'est la loi dite Weisermann et qui a mis en place il y a 4 ou 5 ans donc la possibilité d'un recours à une institution indépendante. Et finalement, l'institution à laquelle ça a été rattaché, c'est le Défenseur des droits, qui est une institution qui dépend du ministère du Premier ministre, je crois, mais qui est malgré tout indéboulonnable. C'est-à-dire qu'une fois nommé, vous ne pouvez plus le virer pendant 6 ans, ce qui laisse une grande latitude aux défenseurs des droits. Et les années passant, actuellement c'est Claire Hédon, un service, si je puis dire, spécial lanceur d'alerte a été créé, une unité qui est dirigée par une magistrate et qui donc a développé toute une réflexion à la fois pour traiter des alertes et également définir un guide du lanceur d'alerte pour que les gens ne se retrouvent pas dans des situations inextricables qu'ils n'auraient éventuellement pas anticipées. Donc ce que vous avez dit est tout à fait juste et je le tiens à le signaler parce que je n'avais pas tous ces éléments de recours. Il y a aussi maintenant des associations privées à qui on peut s'adresser, comme la Maison des lanceurs d'alerte. Donc, quand on voit quelque chose qui paraît menacer l'intérêt général, la sécurité, qui touche, ça peut être à l'environnement, ça peut être à des actions illégales, il faut savoir, ça peut se passer au sein de l'entreprise dans laquelle on travaille, il faut savoir que dans la réflexion, il faut très très vite se tourner vers ces institutions. Voilà. Pardon pour ce petit développement, mais je trouve que ça... Alors, donc, pourquoi est-ce que je suis devenue lanceur d'alerte ? Donc,
je fais de la médecine, je suis interne dans les hôpitaux parisiens et je fais la rencontre de cette équipe de pneumologie tout à fait remarquable dans laquelle j'embarque pour un projet donc, de greffe, de développer des greffes pulmonaires. Et les greffes pulmonaires s'adressent à des maladies pulmonaires inguérissables par ailleurs. Parmi ces maladies inguérissables, il y a une maladie extrêmement rare qui touche les vaisseaux du poumon qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, c'est pas l'hypertension qu'on vous mesure au bras et à peu près 60% de la salle a des antihypertenseurs. Bon, ça dépend de l'âge, mais pas seulement. Ça dépend aussi du marketing des labos. Et donc, il y en a de plus en plus, en fait, des gens sous antihypertenseurs. Bref. Toujours est-il, non, c'est une maladie très rare puisqu'elle touche à peu près 3 personnes par million d'habitants. Et qui était, il y avait à l'époque, et qui tue dans les 2 ans. Donc c'est pas marrant du tout. En fait, les vaisseaux pulmonaires se bouchent progressivement et le cœur n'arrive plus à faire passer le sang dans les poumons. Et donc la seule solution à l'époque, en l'absence de tout traitement, était de proposer de changer le cœur et les poumons. Voilà, c'est pas très fin, c'est des opérations très très difficiles, mais c'était la seule solution. Donc il fallait que j'apprenne qu'est-ce que c'était que cette maladie, l'HTAP. Et pour ça, il y avait un service en France, et c'est toujours le cas, un service international, vraiment le temple de l'HTAP au niveau français et au niveau international, qui est une équipe française qui était à l'époque à Clamart, à l'hôpital Antoine Béclair, et qui est aujourd'hui à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et donc, j'ai été faire un stage pour apprendre ce qu'était cette maladie. Alors c'est là où c'était assez étonnant parce qu'en fait, je revenais justement d'une mission humanitaire. J'avais pris voilà, je vous ai dit, il y avait la petite trace Schweitzer, puis il y avait aussi la réalité, c'est-à-dire qu'il fallait revenir quand même terminer ses stages. Et donc, j'arrive dans un service qui traitait de cette maladie très grave, et d'emblée, je suis happée par un drame qui semble se dérouler. Mes chefs sont effarés, car ils voient arriver beaucoup de jeunes femmes qui viennent mourir de cette maladie. Je vois des jeunes femmes qui font des malaises, et puis qui meurent. Et ils me disent, on est en 1990, j'ai 27 ans, et ils me disent, Irène, on est catastrophé, on a beaucoup de jeunes femmes qui viennent avec cette maladie rarissime et on pense que c'est lié à la consommation, il y a quelques mois ou quelques années, d'un coupe-faim qui s'appelle l'isoméride, qui est commercialisé par les laboratoires Servier, qui est dérivé de l'amphétamine. L'amphétamine, c'est une molécule qui a été inventée fin du 19e siècle. On s'est aperçu pendant la Deuxième Guerre mondiale que ça rendait très méchant, très agressif, très intelligent, qu'on ne dormait plus. Ça a été massivement utilisé par la Wehrmacht, puis par les Alliés, maintenant par les soldats syriens, etc. Enfin bref, ça continue. Et donc l'amphétamine, sauf qu'on s'est rendu compte aussi que ça rendait fou, que ça posait plein de problèmes, et donc l'OMS... Pendant longtemps, ça a été distribué comme des cachous aux femmes pour maigrir, notamment aux États-Unis, aux artistes, toutes les années. Et puis en 1960, crac, l'OMS dit « Stop, c'est une drogue, ça crée des addictions, ça crée des dépendances, ça peut rendre fou, et puis ça peut donner des problèmes aussi, notamment d'hypertension, justement, etc. » Pas du poumon, à l'époque, c'était pas connu. Et donc, ça devient une molécule, un stupéfiant, une drogue. Et puis, les laboratoires qui savent, alors tout le monde a entendu parler aujourd'hui de l'Ozempic, par exemple, le rêve de la minceur, l'injonction sociétale, et puis aussi, il faut bien le dire, peut-être une épidémie d'obésité qui inquiète, qui nous a dévancés aux États-Unis. Bref, les labos se disent, le Graal, c'est la pilule minceur. Et donc, il faut qu'on trouve des molécules à partir de l'amphétamine qui excluent la toxicité de l'amphétamine, mais qui puissent permettre de maigrir. Et donc, une première molécule va être inventée par le laboratoire Ciba-Geigy dans les années 70, en Suisse, en Autriche, et très rapidement, notamment les autorités helvétiques, qui ont une bonne vision de leur population, qui n'est pas très nombreuse. Normalement, sur, 8 millions d'habitants, c'est quelques cas, et puis ils en voient 50, ils en voient 100, 200, ils se disent, mon Dieu, que se passe-t-il ? Et ils s'aperçoivent que c'est lié à la consommation d'un coupe-faim nouvellement commercialisé. Et donc, en arrêt de commercialisation de l'aminorex, Orex, ça veut dire
anorexigène qui fait maigrir. Et cette terrible épidémie qui a fait déjà plusieurs centaines de morts disparaît. Et donc les médecins qui connaissaient un peu cette maladie rarissime sont sidérés de voir qu'un coupe-faim peut engendrer ce type de maladie. On est en 70. Quand j'arrive en 1990 dans le service d'Antoine Béclair, eh ben, ça n'est plus l'aminorex, ce sont des molécules développées par le laboratoire Servier qui ont d'autres caractéristiques, mais qui sont suspectées de donner ces HTAP de manière très forte, et on comprend pourquoi, puisque 25% des personnes adressées dans le service à ce moment-là ont consommé l'isoméride dans les années précédentes. 25%, c'est beaucoup pour une maladie exceptionnelle. Il n'y a pas de coïncidence, évidemment. Et ce qui est très frappant à ce moment-là, c'est que les médecins avec qui je travaille me disent le labo ne veut rien savoir, il dit que ça n'a rien à voir avec la choucroute, et les autorités de santé, manifestement, sont pétrifiées, c'est une poule aux œufs d'or. Alors moi, je suis jeune témoin de tout ça, je vois ces femmes mourir, j'en vois certaines qui vont bénéficier de greffes complètement héroïques, et je vois surtout que ce produit qui fait perdre 2-3 kilos avant l'été reste sur le marché. Pour moi, c'est une sidération. Alors, les médecins de l'époque se battent, publient scientifiquement, font une étude épidémiologique qui montre que le risque, en effet, est multiplié par 23 de faire cette maladie quand on est exposé à ce médicament. On est en 1900, le temps passe, on est en 1996. Les autorités françaises commencent à dire, bon, on va un peu réduire la voilure parce que 7 millions de Françaises ont consommé à peu près l'isoméride. On pourra faire un sondage dans la salle qui en a pris, pondéral, isoméride, certainement. Et donc en France, on réduit la voilure, soi-disant c'est seulement réservé aux grands obèses, merci pour eux. Mais surtout, le laboratoire Servier, qui nie ce lien, décide de licencier sa molécule à un laboratoire américain en 1996, alors que tous les voyants sont au rouge. On est totalement sidéré. Et il va se passer ce qui malheureusement résonne avec les événements d'aujourd'hui, c'est que Servier va corrompre la Food and Drug Administration américaine, le gendarme américain, d'une part en payant des experts pour donner un avis favorable et retourner un vote qui était initialement négatif, va soudoyer également des éditorialistes de grands journaux américains, notamment le New England Journal of Medicine, pour calmer un peu les inquiétudes autour de cette possibilité de maladie mortelle. Ce qui fait que l'isoméride, qui va s'appeler Redux aux États-Unis, va être consommé en un an par 18 millions de consommateurs. Alors, ça a été un peu une chance, si je puis dire, au détriment malheureusement de nombreuses vies, puisque les Américains vont découvrir un deuxième effet qui se coule de ces coupes-fins. Le premier, donc, ce sont les hypertensions artérielles pulmonaires que connaissaient bien les Français. Et le deuxième effet, c'est que ça attaque les valves cardiaques. Les valves cardiaques, on en a 4 dans le cœur. Ce sont des portes qui s'ouvrent et qui se ferment de façon étanche de manière à ce que le sang circule toujours dans la même direction. Et si une valve s'abîme, quand le cœur éjecte le sang, il va refluer, il va étouffer le cœur, tout simplement, le congestionner. Et les Américains découvrent que des jeunes femmes obèses sont opérées à tour de bras pour ces valvulopathies très graves. Et alors là, je vous passe tous les raisonnements parce qu'on en a pour 10 ans, mais ils font le lien avec l'isoméride, qui s'appelait Redux. Et là, c'est en 1997, septembre 1997, tout s'arrête. C'est-à-dire que tous ces produits coupe-fin des laboratoires Servier sont interdits au niveau mondial. Donc 1997, fin de l'histoire. Moi, je suis médecin à ce moment-là à Brest. Voilà, et j'ai quitté la région parisienne et j'ai créé à Brest un centre pour s'occuper de malades qui souffrent d'hypertension pulmonaire, dont beaucoup, plus de 10 à 15%, sont en réalité des victimes de l'isoméride. Donc tout ça marque terriblement, bien sûr, les jeunes années d'un interne en médecine. Et donc, on pourrait s'arrêter là, et puis en fait, ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe ? En 1999, je rencontre mes collègues de l'hôpital Antoine Béclair, et puis une fois de plus, alors oui, j'ai oublié de vous dire, parce que là, comme ça, déjà, c'est pas très marrant, mais c'est encore pire, c'est-à-dire que cette histoire-là s'est accompagnée de barbouzeries de la part du laboratoire.
aux États-Unis et en France. C'est-à-dire que pour empêcher ces alertes d'émerger et finalement d'aboutir à l'interdiction de ces coupes-fins, tous les moyens ont été utilisés, des menaces de mort, des couronnes mortuaires déposées devant le domicile des scientifiques qui s'occupaient de cette affaire-là et qui faisaient ces études, des vols d'ordinateurs, des transferts d'argent douteux, et des barbouzes également qui stationnaient. C'est allé très très loin. Et également en France, la jeune agence du médicament se faisait harceler par des coups de fil, qu'il fallait faire attention en traversant la rue, etc. À tel point que mes collègues de l'hôpital Antoine Béclère étaient eux-mêmes très inquiets, ils faisaient de temps en temps vérifier leurs freins. Voilà, donc il y avait une véritable paranoïa. Et donc, inutile de vous dire, voilà, je vous raconte ça, on a l'impression que c'est une espèce de polar invraisemblable. Et moi, jeune interne, j'ai suivi tout ça, plus le drame de ces gens. D'autant plus que après le retrait, aux États-Unis, ce sont des dizaines de milliards de dollars d'indemnisation qui seront versés aux victimes. C'est une des plus grandes class actions qui s'est jamais produite, avec celle de Big Tabac, encore eux, et l'industrie automobile. Alors qu'en France, Servier passe entre les gouttes. La justice ne va jamais se pencher sur ce qui s'est réellement passé. Quelques victimes courageuses, les rares survivantes ou quelques familles vont demander des comptes à Servier, vont se faire généralement impitoyablement carchériser par des cabinets d'avocats, je dirais sans foi ni loi. Et juste une petite femme de ménage que j'ai bien connue va se battre 10 ans. Elle va gagner en première instance, elle va gagner en appel, elle va gagner en cassation, mais ils ne lâcheront jamais rien. Donc voilà ce qu'il y a dans la tête, entre guillemets, dans ma tête de pneumologue à Brest. Et quand je rencontre mes collègues en 99 pour évoquer encore cette histoire, je les félicite, moi j'ai rien fait là-dedans, c'est vraiment eux qui se sont battus, qui ont subi ces intimidations, et je leur dis, bon les gars, vous êtes bien battus, c'est bien. Et mon patron, un de mes anciens patrons furieux me dit, mais Irène, on est très inquiet, on pense qu'un médicament antidiabétique, enfin présenté comme un antidiabétique de Servier, serait assez proche de cette molécule de l'isoméride, et nous avons eu un cas d'hypertension artérielle pulmonaire, donc HTAP, cette maladie mortelle, en 99 dans le service. Elle était sous Mediator. On a gueulé. Et s'agissant de lui, c'était vrai. On a bien sûr prévenu les autorités de santé, déclaré en pharmacovigilance. Personne ne nous écoute. Moi, je le regarde, je suis complètement abasourdie. Il resterait peut-être un médicament, un antidiabétique qui aurait une vague parenté. Donc ce nom me reste dans la tête. Et puis, le temps passe, les années passent, je crée ce centre de compétences qui est labellisé en 2006. Et c'est en 2000... Alors, une fois qu'on est labellisé, ça veut dire que les hôpitaux autour vous adressent leurs patients. Et donc, en 2007, je reçois une patiente qui est adressée par l'hôpital de Saint-Brieuc. Alors, je vais la nommer, puisque nous avons inauguré un rond-point de l'hôpital de Saint-Brieuc à son nom. C'est Madame Joëlle Aubray, qui m'est adressée en février 2007, parce qu'elle souffre d'une hypertension artérielle pulmonaire, maladie rarissime, mais pourquoi pas. Et en regardant ses ordonnances, je tombe sur ce médicament, elle est sous Mediator pour un diabète. Il faut savoir donc que nous sommes en 2007, 10 ans après l'interdiction de l'isoméride, et après 30 ans, ce médicament est commercialisé depuis 30 ans. Et quand je vois Mediator, maintenant, je pense que tout le monde comprend pourquoi je tique, en me disant, mais est-ce que c'est pas le Mediator dont on m'a parlé il y a quelques années ? Voilà comment je me retrouve en situation d'alerte médicale face à cette patiente. Peut-être que je m'interromps 30 secondes. Oui, parce que je crois que vous avez quelques questions. Alors, le problème, c'est que vous avez répondu à peu près toutes les questions qu'ils avaient à vous poser. Sans qu'ils aient besoin je compte sur de toi vous les pour que tu poser. rebondisses. C'est pour ça qu'on se jette quelques coups d'œil, parce que bon, mais vous avez répondu, mais Non, il va se passer plein d'autres choses, ne vous inquiétez pas, et j'attends vos questions. Vas-y. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de savoir en fait qu'est-ce qui a fabriqué le premier doute et justement ce rapprochement entre l'isoméride et le Mediator. Qu'est-ce qui vous a fait penser que quelque chose clochait en fait ? Alors, c'est parfait, nous en sommes là dans l'histoire.
Donc, le Mediator antidiabétique. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je téléphone à mes collègues de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Je leur dis, dites donc, c'est pas vous qui m'avez parlé du Mediator il y a quelques années ? Où est-ce qu'on en est dans cette histoire ? Est-ce que vous avez avancé un peu sur vos doutes ? Ils me disent, écoute, pas trop, on a eu un cas ou deux qu'on a déclaré, mais bon, on n'a pas été trop... Voilà, ils n'ont pas beaucoup avancé. Hein, on est en 2007. Bon, et par ailleurs, je suis... alors, je regarde sur PubMed et sur Internet. On commence enfin à voir aussi la possibilité de questionner Internet, et il n'y a pas grand-chose qui sort sur ce médicament commercialisé depuis 30 ans, alors que logiquement, quand il y a des soucis de sécurité, on s'en aperçoit quand même un peu plus vite, heureusement. Donc, je ne vois pas grand-chose. Je suis abonnée à une revue qui est critique des médicaments et qui est totalement indépendante des subsides de l'industrie pharmaceutique. Elle ne vit, c'est le que choisir des médicaments, c'est-à-dire qui ne vit que par ses abonnements et qui est férocement critique à l'égard des médicaments, qui déconstruit un petit peu l'idée des médicaments, mais de façon très argumentée au plan scientifique. J'ai toujours été abonnée à cette revue, pourtant ça coûte cher, comme une sorte de garde-fou, parce que nous, les médecins, en particulier les soignants, nous sommes sans arrêt sollicités par des grands messes marketing des laboratoires où tout brille, tout est nouveau, tout est innovant, tout est merveilleux. Et dans ce monde merveilleux, brillant, on se dit qu'avoir quelques garde-fous par rapport à ces messages, mais je pense qu'on y reviendra, c'est très important. Et la revue Prescrire dit, elle aussi, le Mediator ne devrait pas être commercialisé car c'est un dérivé de l'isoméride. Donc voilà, il y a des signaux. Alors là, après, comment j'avance ? J'avance pas beaucoup. Tout d'abord, alors je suis très bavarde, vous ne l'avez pas remarqué. Et donc j'en parle à mes collègues cardiologues, parce que pour traiter de l'HTAP, on doit travailler avec des collègues cardiologues que j'adore, qui sont formidables. Et donc je les abreuve avec mon histoire de Mediator. Ils me disent, mais du calme, Irène, t'as un cas, ça fait 30 ans qu'il est commercialisé. Enfin, du calme. Hein. Eux, c'est un peu l'eau, et moi, je suis un peu le feu dans notre association. Et donc, et puis, quelques mois plus tard, ils m'appellent et ils me disent, écoute, Irène, viens tout de suite, je viens de voir là une patiente dont les valves cardiaques sont détruites. Ça ressemble à ce qui a été raconté avec l'isoméride. J'ai questionné cette dame, que je connais bien. Je lui avais fait une échographie il y a 6 ans, elle n'avait rien. C'était pour surveiller un diabète. Elle a des valves détruites et ça fait 6 ans qu'elle prend du Mediator. Ting ! Là, ça commence un petit peu à se préciser. Et puis comme ça, de fil en aiguille, on commence à détecter. Et puis, les valvulopathies cardiaques, eh ben, je vais aller... Alors, ça, c'est le côté assez, pour moi, scientifiquement incroyable de cette histoire, c'est que je ne suis pas du tout cardiologue. Je n'y connais rien aux valvulopathies, j'en ai jamais vu dans ma vie. Et je vais commencer à aller dans les blocs opératoires pour voir ce qui se passe quand on opère ces cœurs, à quoi ressemblent ces valves. Et pourquoi je me pose ces questions-là ? Parce que les Américains ont publié dans les années donc, où ils ont découvert ces valvulopathies, hein, donc on revient en 1997, ils ont publié des photographies et des descriptions de ces valves. Et donc je prends plein de photos et je commence à faire un petit peu le rapprochement. Et je me dis, j'y connais rien, mais quand même, ça ressemble beaucoup. Alors avec tout ça, on n'avance pas beaucoup parce que je ne sais toujours pas ce que c'est que le Mediator. Donc je téléphone au laboratoire. Alors non, je ne les appelle pas, parce que je sais qu'il ne faut pas les appeler. Je déclare les cas en pharmacovigilance et ma responsable de pharmacovigilance, qui surveille la toxicité des médicaments à l'hôpital de Brest, va rencontrer un responsable du laboratoire Servier et va lui demander quel est le lien, qu'est-ce qu'il y a de semblable entre isoméride et Mediator. Ça va, vous me suivez ? Et on va recevoir une lettre officielle des laboratoires Servier, de son service d'information, qui me dit « Mediator et isoméride n'ont rien en commun. Aucun lien chimique, aucun métabolisme commun, aucun effet bénéfique ou secondaire commun. » Donc c'est parfaitement officiel. La personne qui signe, c'est un biochimiste qui fait partie de l'équipe de Servier, et je m'aperçois sur le courrier qu'il est également
trésorier de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. La Société française de pharmacologie et de thérapeutique, c'est une société savante qui est destinée à la recherche pour les médecins, les chercheurs, les universitaires, pour faire avancer la recherche sur les médicaments, l'innovation, les thérapeutiques, indépendante en principe. Et ces grands experts qui sont professeurs de pharmacie, professeurs de pharmacologie, professeurs de médecine et de thérapeutique, sont les experts qui conseillent l'Agence du médicament. L'Agence du médicament, c'est le gendarme français du médicament qui a été créé après l'affaire du sang contaminé. Donc elle a besoin de s'appuyer sur des avis d'experts, sur des commissions pour autoriser les médicaments ou mettre l'alerte sur des médicaments. Et les experts sont ces gens qui travaillent notamment et qui émargent dans cette société savante de recherche. Le problème, c'est que le trésorier, là, ce que je lis, c'est un cadre de l'entreprise Servier, l'entreprise que cette agence est censée surveiller. Pire encore, je m'aperçois d'ailleurs dans ces mails que c'est même le laboratoire Servier qui organise la logistique, l'hébergement, l'organisation, comme ici pour ce festival. Pas le laboratoire Servier, hein. Mais voilà, il faut de la logistique, il faut pouvoir accueillir les gens, il faut pouvoir, etc. Et pour les réunions de pharmacovigilance, c'est-à-dire que tous ceux qui s'inquiètent, les experts qui peuvent s'inquiéter de la toxicité des médicaments en France, se retrouvent grâce à l'organisation du laboratoire, donc ils sont censés surveiller, et qui assistent même aux sessions discutant de la toxicité des médicaments. Donc on peut imaginer ça, par exemple, je ne sais pas, dans le narcotrafic, on pourrait imaginer effectivement que certains très grands membres de la mafia, très riches, puissent effectivement proposer de l'argent pour que les services de police et de gendarmerie se retrouvent et discutent de comment vaincre le narcotrafic. Bon. Et les exemples, on peut en avoir beaucoup et bien plus cyniques encore. Donc ça ne va pas du tout. Bref. Toujours est-il que la réponse qui m'est faite, c'est que ça n'a rien à voir. Donc à ce moment-là, j'avoue, je me dis, je laisse tomber. Donc ce que tu me disais, tu as peut-être une question derrière, je me dis, je me suis gourée. Non, mais Irène, on va je crois il y a la deuxième partie qui arrive avec d'autres questions. Vous allez continuer, hein, il n'y a aucun problème. Mais bon, sans doute, on va pouvoir accueillir. Vous avez pas, je crois qu'elle a répondu à toutes vos questions. Vous ne les avez pas toutes posées, mais elle a répondu à tout. Est-ce que vous avez compris quel était le lien entre Mediator et Isomérique, du coup ? À peu près. Et où est-ce que vous attendez la réponse ? On va continuer. Mais Juliette et Adèle vont venir à leur tour, parce qu'elles vont aussi... Il n'y en a pas d'autres dans vos questions, ça va ? Il te reste rien, là, t'es sûr ? Merci à vous. Voilà. Et elles vont aussi vous faire parler des conséquences dans votre vie professionnelle et personnelle. Je crois que c'est aussi ça, mais bon, vous allez continuer quand même. Bonjour Madame Frachon, enchantée de vous rencontrer. Bonjour. Alors effectivement, on avait prévu de commencer par les conséquences sur votre vie personnelle et professionnelle, mais au vu de ce qu'on était en train de dire, je me dis que c'est peut-être intéressant de rappeler justement les liens d'intérêt qu'il peut y avoir entre les laboratoires pharmaceutiques, les soignants aussi, mais également les agences publiques de sécurité du médicament et de pharmacovigilance. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les liens d'intérêt, les conflits qu'il peut y avoir et nous expliquer un peu tout ça ? Alors, je viens d'en dire. Alors, je vais vous faire un aveu. Je suis là pour témoigner du Mediator. Parce que ça témoigne de la question que vous me posez. Et finalement, plutôt que de vous répondre en général, mais je pourrais en dire un mot, hein, est-ce que l'affaire du Mediator est une affaire isolée ou est-ce que ces conflits d'intérêts, voire cette corruption, concernent l'ensemble des liens entre les laboratoires et les médecins ? Je vais juste terminer donc, sur l'affaire du Mediator. Lorsque je reçois cette information, je vais quand même faire une enquête que vous pouvez retrouver dans une bande dessinée que j'ai publiée qui s'appelle Le Mediator, un crime chimiquement pur, qui est aux éditions Delcourt, qui est génial. Et je dis ça d'autant plus parce que j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, en fait, dessinateurs et co-scénaristes, et que mes droits d'auteur vont à l'association Mieux Prescrire de cette fameuse revue. Et franchement,
ça raconte tout. Et ce que ça raconte surtout, c'est que je dois mener une véritable enquête policière pour comprendre ce qu'est le Mediator, car c'est totalement dissimulé. Et là, on rentre dans une affaire qui n'est pas une affaire de toxicité de médicaments seulement, mais qui est une affaire de ce qu'on appelle de crime en col blanc, et que j'appelle, moi, maintenant, un crime en blouse blanche. C'est-à-dire que je vais découvrir que l'information que m'a transmise le laboratoire Servier est totalement fausse, puisqu'en réalité, comme vous le disiez, l'isoméride et le Mediator, c'est pratiquement la même chose, c'est-à-dire qu'au début, ce sont deux molécules extrêmement proches dérivées de l'amphétamine, et quand on les absorbe, elles libèrent dans l'organisme un poison violent qui s'attaque aux valves du cœur et aux vaisseaux du poumon, et qui ont été formellement identifiés par les Américains après le drame de l'isoméride dans les années 97. Nous sommes en 2007, 2008, 2009, donc je fais une enquête auprès, d'abord, des cardiologues pour retrouver des victimes, des archives de l'hôpital, dans les blocs opératoires. Mais parallèlement, j'essaye de comprendre ce que c'est que le Mediator. Je vais réussir à reconstituer la structure chimique avec des indices qui relèvent véritablement d'une histoire policière, pratiquement, d'une enquête. J'ai eu la chance de tomber sur quelques indices qui m'ont permis de ne pas laisser tomber. Et je vais découvrir que après l'interdiction en 1997 des coupes-fins de Servier mortels, dont on sait que c'est lié à la toxicité de ce métabolite, qui porte le doux nom de norphenfluramine, eh bien, Servier a gardé sur le marché le Mediator, dont il sait que c'est exactement la même chose, mais qu'il présente frauduleusement depuis 30 ans, non pas comme un coupe-faim, mais comme un antidiabétique. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a eu, à la suite de cette affaire-là, des très grandes enquêtes d'instruction pénale, qui est une des plus grandes instructions pénales qui a jamais été menée en France, et qui a permis d'obtenir ce que j'appelle l'autopsie de ce crime économique, puisqu'il y a eu des perquisitions tous azimuts, et qu'on a pu retrouver comment cette incroyable tromperie, c'est-à-dire commercialiser sciemment un poison mortel, a pu se dérouler pendant plus de 30 ans en France, avec une dangerosité de plus en plus avérée, et ceci notamment grâce à des complicités à tous les niveaux, et donc on va arriver sur les conflits d'intérêts. En gros, l'histoire, c'est que Servier, dans les années 60, développe des molécules coupe-faim à partir de l'amphétamine, ce qu'ont fait d'autres laboratoires. Il va commercialiser deux produits similaires, en fait, qui sont le pondéral et l'isoméride. C'est main droite, main gauche, c'est pareil. À partir des années 63 et l'isoméride 85, avec un marketing massif. Donc ça touche pratiquement 10 millions de consommateurs. Il va nier farouchement toute dangerosité. Donc l'arrêt se fera en 1997 pour ces produits-là. Quant au Mediator, qui a été, en fait, fabriqué dans les mêmes années, les années 60, et qui a exactement les mêmes effets. Vous avez compris pourquoi, puisque une fois absorbé, c'est la même chose. On a retrouvé la trace d'une réunion qui associait le service marketing et le service scientifique de recherche du laboratoire, en disant qu'est-ce qu'on fait de cette molécule ? Elle ne va rien nous rapporter si nous la commercialisons comme coupe-faim, puisqu'on en a déjà deux. Puis deux. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on laisse tomber ? Et là, il y a une idée géniale qui dit, écoutez, on va changer l'idéologie du produit, on va dissimuler le fait que c'est un coupe-faim, c'est noté, bannir le terme anorexiant, et on va le présenter comme un antidiabétique, parce que le diabète de type 2, le diabète dit gras, des personnes un petit peu en surpoids souvent, est un diabète qui se traite d'abord par le régime. Et comme le Mediator est un coupe-faim amphétaminique, fait un peu maigrir, il améliore un poil le diabète. Pas bien, mais un poil. Et donc, il décide, dès la commercialisation, de dissimuler la nature du Mediator. Et ça va marcher grâce à des systèmes de corruption déjà mis en place au sein des autorités de santé de l'époque. En particulier, les experts qui vont enregistrer ce médicament vont biffer, à la demande de Servier, dans tous les dossiers, tout ce qui concerne et qui pourrait rattacher
à la structure coupe-faim, moyennant bien évidemment des financements extrêmement élevés. Donc c'est un premier exemple de corruption au moment de l'enregistrement de ce médicament. Ensuite, le but était de le commercialiser comme antidiabétique, ce qui veut dire remboursé par la sécurité sociale et pris toute sa vie. Un antidiabétique, ça se prend toute sa vie. Donc c'était complètement génial comme idée sur le plan. Ensuite, la dangerosité de ces produits devient de plus en plus évidente. Et en 1997, les 2 produits officiellement coupe-faim sont interdits. Quant au Mediator, qui est caché, qui est la même chose, mais de façon dissimulée, on a retrouvé donc des mails des responsables de Servier qui disent, à partir de dorénavant, lorsqu'on vous posera la question quel est le lien entre Isoméride et Mediator, vous avez ordre de dissimuler et de ne jamais dire que ça ressemblerait de quelque façon que ce soit à l'Isoméride. Ça, ce sont des mails qu'on a retrouvés donc qui datent de 98. Et moi, lorsque je reçois ce courrier, nous sommes en 2008. Donc la consigne de dissimulation a été parfaitement respectée. Et je voulais dire autre chose, oui. Et par ailleurs, ceux qui transgressaient cet ordre chez Servier étaient mis à la porte. Et deuxièmement, tous les médecins prescripteurs de cette molécule qui se rendaient compte que ça faisait maigrir et qui la donnaient parfois pour faire maigrir, quand ils s'inquiétaient de la toxicité, recevaient un courrier leur disant « il n'y a aucun risque ». Donc c'est complètement énorme. Sauf que, et là on va arriver de nouveau dans la question des conflits d'intérêts, comment pendant 33 ans, un poison, d'abord une molécule dissimulée, puis devenu à la connaissance du laboratoire et des autorités de santé un poison mortel, a pu rester commercialisé. Et là, c'est l'autre versant terrible de ces investigations, c'est que les juges instructeurs et les 12 gendarmes qui ont enquêté pendant 5 ans sur cette affaire-là ont retrouvé la trace de corruption au sein de l'agence, et notamment, par exemple, qui passait par le biais de sociétés écrans, l'une, par exemple, basée en Allemagne, qui recrutait des grands professeurs experts à l'agence du médicament, avec des contrats extrêmement clairs qui leur disaient « puisque vous êtes au sein de l'agence, on vous paye pour que vous nous disiez ce qu'il s'y passe, comment notre médicament est traité, qui sont les opposants à ce médicament, comment contrer en fait les alertes ». Et ça va admirablement fonctionner du fait de... Alors aujourd'hui, il y a des subtilités pénales, on ne parle pas de corruption, on parle de prise illégale d'intérêt. Mais on est vraiment... pour moi, la frontière, elle est pratiquement inexistante. Et c'était ce système de double casquette. Je suis à la fois médecin expert parce que je le vaux bien, et donc je suis quelqu'un d'important au sein des autorités françaises pour donner mon avis sur les commercialisations de médicaments, etc. Voilà. Et par ailleurs, je suis toujours quelqu'un de très important, bien sûr, parce que je le vaux bien et je suis payée extrêmement cher par les laboratoires pharmaceutiques pour leur apporter mon expertise, même si cette expertise consiste en réalité et surtout à faciliter les autorisations et à éviter les embûches. Donc, l'exemple du Mediator a mis à jour, avec une crudité absolument terrifiante, ces liens incestueux entre les autorités de santé, les sociétés savantes, malheureusement une grande partie de l'élite médicale, également toute une partie d'un corps médical qui était sans arrêt sollicité par Servier pour prescrire du Mediator, en retour d'invitations luxueuses, etc. On a retrouvé des mémos terrifiants où des directeurs commerciaux de Servier se plaignaient, notamment dans le Midi de la France, que l'arrosage des médecins, c'est-à-dire le pognon, les retours, c'est-à-dire les prescriptions, n'étaient pas à la hauteur de l'arrosage. Et ça, ce sont vraiment des termes qu'on retrouve grâce... On n'a pas comme aux États-Unis la possibilité de faire sortir tous les papiers et de regarder les échanges. Là, c'est par le biais de ces perquisitions et ça donne vraiment froid dans le dos. Donc,
l'affaire du Mediator a révélé la puissance de ces liens incestueux, allant jusqu'à protéger des médicaments dangereux. Alors probablement que ces experts n'avaient pas complètement et certainement toutes les informations qu'avait Servier, mais ils en avaient quand même beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour parler de la corruption. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors, l'affaire du Mediator a été un électrochoc sur ces conflits d'intérêts. On s'est dit, ça va pas du tout, surtout qu'on s'est rendu compte que ça montait très haut au sein de l'agence. On s'est rendu compte que ça infiltrait les cabinets ministériels, que ça remontait, pardon de le dire, jusqu'au président de la République. Le jour où je me faisais mal recevoir par l'agence parce que je voulais obtenir le retrait de commercialisation du Mediator, ce jour-là, le docteur Jacques Servier, qui avait créé le laboratoire Servier, était reçu en grande pompe par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui avait été antérieurement d'ailleurs son avocat, pour être élevé grand croix de la Légion d'honneur. Mais sachez que Jacques Servier avait déjà été décoré par tous les pouvoirs précédents, plutôt de droite, mais aussi de gauche, avec des liens avec FO, etc., pour notamment les emplois français, le rayonnement économique, alors qu'il y avait déjà un certain nombre de casseroles, ne serait-ce que l'isoméride, pour lesquelles ils étaient passés entre les gouttes. Donc on s'aperçoit de tout ça, on s'aperçoit qu'il au Conseil d'État, on s'aperçoit qu'il y a des... Je vais vous donner un autre exemple de ce type de corruption. Servier avait un hôtel particulier à Neuilly dans lequel il recevait l'ensemble des grands responsables du système sanitaire français, c'est-à-dire les politiques, du Premier ministre, tous les ministres de la Santé y sont passés, tous les grands professeurs, les académiciens, les laboratoires pharmaceutiques, et tous ces gens-là étaient fichés. Il y avait des enquêteurs, une quarantaine d'enquêteurs, des anciens des services secrets, des 3 armées, des anciens militaires, des anciens gendarmes, qui étaient une cellule secrète de Servier et qui avait pour consigne de noter absolument tout ce qui se passait, tout ce que les gens disaient, qui faisait aussi des enquêtes sur ce qui allait entrer chez Servier. Et grâce à tous ces éléments-là, on s'est aperçu, par exemple, que un ministre, ancien ministre de la Justice de François Mitterrand, qui était après ministre de l'Agriculture, Henri Nallet, qui est aujourd'hui décédé, avait été embauché plus ou moins secrètement par Servier pour son lobbying. Il n'avait aucune compétence, bien sûr, pharmaceutique, et pour toucher la coquette somme de 3,5 millions d'euros. Beaucoup de carrières de ministres de la Santé se sont faites parce qu'il y avait cette infiltration et qu'il y avait cette influence massive des laboratoires Servier. Par exemple, le ministre Douste-Blazy a été attrapé dans les pépinières de Servier dès qu'il est sorti, en fait, comme jeune chef de clinique. Servier a financé parallèlement à sa carrière médicale, toute sa carrière politique, les municipales à Lourdes, législatives, et jusqu'à sa nomination comme ministre de la Santé. Et on a retrouvé des courriers édifiants dans lesquels Servier se réjouissait qu'il était à la bonne place pour défendre les intérêts industriels français. Donc, toutes ces collusions multiples donnent le vertige et effectivement montrent que voilà, il y a des biais qui vont jusqu'à des actes corruptifs absolument inacceptables. Donc, quand tout ça a explosé petit à petit, un ministre de la Santé a pris l'affaire en main, Xavier Bertrand, à l'époque, qui était extrêmement offensif, ce qui m'avait un peu surprise parce qu'il avait été quand même porte-parole de la campagne de Sarkozy. En réalité, il était extrêmement choqué de cette affaire, bouleversé par le sort des victimes. Donc il a envoyé un dépistage massif et il a fait voter une loi de sécurité du médicament en décembre 2011 qui donne au moins plus de transparence par rapport à ces liens financiers qui sont extrêmement importants entre le monde médical, scientifique, de la recherche du soin et des laboratoires pharmaceutiques qui sont pour l'essentiel des intérêts privés, et puis également imposer beaucoup plus des exigences beaucoup plus strictes en termes de conflit d'intérêts
pour les experts qui vont conseiller les agences. Hein, c'est devenu une réglementation extrêmement stricte pour ces experts, même s'il y a d'ailleurs des exemples de détournement, si vous voulez, on pourra en parler, parce qu'il y a toujours des moyens de détourner en fait, les règlements. Et, voilà. Donc là, je parle de Servier parce que je connais cette affaire-là intimement. J'ai vraiment vu tous ces documents de manière très précise, mais en réalité, ça ne concerne pas que le seul laboratoire Servier, et c'est effectivement un système qui était à l'époque totalement généralisé, totalement opaque, qui existe encore aujourd'hui malheureusement, avec plus de transparence, avec plus de garde-fous, avec plus de conscience aussi de certains et des autres, après des affaires comme l'affaire du Mediator, pour disons, garder une certaine vigilance. Si vous le permettez, on va passer sur un plan un peu plus personnel désormais, notamment les conséquences qu'ont pu avoir cette affaire sur votre vie professionnelle, personnelle. Je te laisse la parole. Oui, alors, donc, bonjour déjà, madame. Donc, nous, on aurait voulu savoir concrètement à quoi ça ressemble en fait d'être lanceur d'alerte au quotidien, par exemple. Quelles ont été les conséquences sur ces révélations dans votre quotidien, votre anonymat, ou même est-ce que ça a changé quelque chose au sein de vos relations, la façon dont vous êtes perçu par votre entourage? Est-ce que vous auriez, par exemple, perdu des proches ou des amis? Bonne question, bien sûr. Alors, je dirais qu'il y a eu deux phases. La première phase, en fait, entre 2007 et 2010, était une phase d'enquête personnelle. Enfin, alors, je parle beaucoup de ce que j'ai fait. J'ai pas beaucoup. Excusez-moi, je suis très maladroite. Je me suis cassé le bras il y a 15 jours, donc voilà, mais ça va. En allant essayer de sauver un cormoran qui allait se faire déchirer par un chien. Puis j'ai glissé sur les rochers. Je viens de Brest, tout s'explique. Il y a eu donc deux phases. Il y a une première phase, donc 2007, la première alerte avec la patiente, et puis une enquête dont je vous ai parlé déjà, où je vais découvrir, avec l'aide notamment de mes collègues cardiologues, et puis j'ai jamais été seule. Les gens, j'ai toujours eu une petite troupe avec moi, et jusqu'à aujourd'hui, ça c'est absolument merveilleux. Des gens qui ont pris des risques et puis qui ont dit non, ça c'est pas possible, on y va. Et ça a été une grande leçon en fait pour moi de voir que s'il peut y avoir beaucoup de défaillances, beaucoup de compromissions, beaucoup de systèmes dysfonctionnels et inacceptables, on trouve toujours des individus qui disent ça c'est pas possible, on y va. Donc voilà. Et c'est ce que raconte très bien, je trouve, le film La fille de Brest. Et donc, pendant 3 ans, j'ai mené cette enquête. Évidemment, elle n'était absolument pas connue. Mais pour moi, au fil du temps, je me rendais compte que ça concernait probablement 300 000 personnes prenaient chaque jour du Mediator. Moi, j'allais dans les archives de l'hôpital chercher des dossiers pour essayer de retrouver des gens qui auraient eu ces maladies qui seraient passées complètement inaperçues. Et j'en trouvais de plus en plus, des gens très gravement atteints, qui mouraient, etc. Donc cette enquête devenait absolument affolante, surtout le jour où je découvre parallèlement qu'il y a un poison, en réalité, et donc il y a bien des gens empoisonnés, et que personne ne le sait depuis 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui devient complètement étouffant, parce que je sais qu'il y a des milliers de victimes qui s'ignorent, des gens qui sont en train de vivre ce drame et cette descente aux enfers que constituent ces HTAP et ces valvulopathies. Ce sont des morts absolument atroces, et que je ne sais pas comment les prévenir. Alors, on obtient la première étape, donc c'est effectivement une phase souterraine qui est obsessionnelle. J'ai regardé avec j'oubliais mes enfants, ma petite derrière, on avait ras-le-bol, je l'ai oublié partout, c'est-à-dire qu'elle m'a attendu des heures à la sortie de la GRS, j'étais ailleurs, enfin voilà. J'ai eu beaucoup de chance comme lanceuse d'alerte parce que j'avais aussi un mari très solide et qui m'a jamais dit tu commences à nous casser les pieds avec ton Mediator, et au contraire qui était là. J'avais une nounou qui m'a dit madame, je vois bien que vous êtes très préoccupée par votre médicament, je m'occupe du reste. Et elle a commencé à faire les repas, les trucs, les machins. Donc je suis une lanceuse d'alerte très, très privilégiée.
Mais cela étant, c'est assez étonnant quand une affaire qui paraît aussi grave que l'affaire du sang contaminé, pour ceux qui s'en souviennent, reste dans un cercle familial. Les enfants écoutent, ils n'étaient pas grands à l'époque, ils comprennent pas trop ce qui se passe, et on en parle au petit déjeuner, voilà. Donc et puis avec quelques collègues, certains qui trouvent que j'exagère peut-être un peu, enfin voilà. Donc ça, c'est une phase très étrange en fait. Et on a obtenu le retrait du médicament fin 2009. Enfin, grâce à des études, enfin voilà, on a réussi à amener l'agence, malgré cette corruption, à prendre les bonnes décisions. Mais par contre, l'agence a décidé de ne pas communiquer là-dessus. On retirait le médicament et il ne se passait plus rien. Et alors là, je me suis dit, non mais c'est pas possible. D'abord parce que ces gens de ce laboratoire, en tout cas sa direction, ce sont des grands criminels. Ils sont responsables. Je pense que Jacques Servier est le plus grand serial killer de l'industrie pharmaceutique qu'on ait connu, en tout cas en France. L'équivalent, c'est la famille Purdue aux États-Unis pour les opioïdes à peu près. Et donc, je me dis, ils ont osé laisser sur le marché un poison qu'ils savaient mortel pour gagner de l'argent. Il faut qu'on les arrête, voilà. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est que moi, j'avais la connaissance des victimes brestoises. Je connaissais leur drame absolu. Elles avaient tout perdu, leur travail, leur santé, souvent le mari qui s'en va, etc. Elles n'avaient plus rien pour survivre. Certaines sont décédées. Et je me suis dit, d'abord, celle-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que moi, j'avais vu ce qu'avaient subi les victimes de l'isoméride. Et puis, il doit y en avoir partout en France, ou alors c'est que je suis folle. Et donc, quand le produit a été retiré, je me suis dit, tout le monde m'a dit, bah t'es contente, ça y est, le produit est fini, les gens n'en prennent plus. Je dis, non, mais les gars, ça va pas du tout, quoi. Personne n'est au courant. Et c'est là où on rentre un peu dans cette espèce d'état transgressif de lanceur d'alerte. Le fait de faire de la pharmacovigilance, c'est notre métier de médecin. Et c'est là où je m'interroge comment je peux faire, effectivement, pour m'en sortir. Donc, je dirais que c'était dans un cercle familial, mais qui devenait complètement étouffant, en réalité. Plus de vacances. Mon mari, qui est là, d'ailleurs, parce que comme je me suis pété le bras, gentiment, il est venu. Il a un peu marre de m'écouter, mais c'est pas grave. Merci. Et effectivement... pendant ces 3 ans, pour moi, petit à petit, tout s'est arrêté, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus que ça, cette quête, et il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus que ça qui existait. Et on a regardé un jour, d'ailleurs, un film qui s'appelle Erin Brockovich. Malheureusement, je ne suis pas Julia Roberts, hein. Mais ça a beaucoup touché mes enfants, parce que tout à coup, ils ont vu une situation, effectivement, dans laquelle elle oublie ses enfants. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu ça l'impact, hein. C'est cette espèce d'obsession où maman n'existe plus, quoi. C'est le papa qui fait les tresses le matin, qui emmène à l'école, etc. Donc, ça c'est très important. Et puis, qu'est-ce que je fais? Parce que cette affaire va être enterrée, comme a été enterrée l'affaire de l'isoméride. Est-ce que je fais appel à des journalistes? Mais je ne vais pas maîtriser l'affaire. La notion de lanceur d'alerte n'existait pas. Et finalement, en réfléchissant, je me dis, il faut que j'écrive ce récit, que je le publie, que je trouve un éditeur pour le publier. Ça, c'était encore une autre paire de manches. Et puis, comme je ne suis pas du tout kamikaze, que j'ai très peur, en fait, j'ai pris un avocat pour me conseiller. Donc un éditeur brestois, finalement, extrêmement courageux, qui me dit ce livre, c'est indispensable, c'est une urgence. Sa femme l'a supplié de ne pas le faire, son fils, voilà. Il faut savoir qu'on rentre là dans des zones qu'on sait dangereuses. Et puis effectivement, ce livre qui s'appelle Mediator, combien de morts, hein, le Mediator a été interdit à ce moment-là au niveau français et européen officiellement pour toxicité cardiaque grave. Donc on faisait un peu les choses dans l'ordre quand même. Mediator, combien de morts? L'éditeur est assigné immédiatement en justice par le laboratoire pour dénigrement, et on se retrouve au tribunal de grande instance. Le livre n'est même pas encore, il est imprimé, mais il n'est même pas encore publié. On se retrouve devant le tribunal de grande instance, devant des juges qui vont avaler tous les mensonges des avocats de Servier, qui en fait profèrent ces mensonges depuis 30 ans et qui sont parfaitement au point. Et puis et alors là on rentre dans quelque chose qui est très important, qui s'appelle la criminalité en col blanc. Personne, les juges, les magistrats, les gens en général de la bonne société, l'élite, ceux qui sont passés dans les grandes écoles, qui savent parler français, qui savent aller dans qui ont des décorations, qui ont des parcours d'excellence, ne peuvent pas imaginer qu'en leur sein
existent d'authentiques criminels. Et ça donne un espèce d'écran. Et donc le juge s'est dit, ce sont des pieds nickelés, un peu excités, face à un grand laboratoire français. Et donc le livre a été condamné, censuré par la justice. On ne pouvait plus le vendre, il n'était déjà pas en vente, à hauteur de 50 € par livre vendu. Et donc là, moi, oui, je me suis effondrée. Je me suis dit, c'est foutu. Et je ne veux plus en entendre parler. Mon éditeur était plus courageux que moi. Il m'a dit, Irène, la censure, jamais. Et donc, il a fait appel avec l'avocat. Il a ressorti le livre avec un sous-titre censuré. Parallèlement, donc, les experts de l'Agence du médicament qui apprenaient que j'avais publié un livre, sans même l'avoir lu, cherchaient tous les moyens, de façon mais hystérique, pour m'écraser. Donc, justice, ordre des médecins, académie de médecine, académie de pharmacie, qu'est-ce qu'ils voulaient aussi l'ordre, tout. Voilà, j'ai retrouvé des mails dans lesquels, et ils ne parlaient que de ça. J'avais quand même quelques espions qui me racontaient un peu ce qui se passait. Et donc, c'était un peu l'halali. Alors, moi, j'étais très, très découragée. C'est vrai que c'est probablement les moments les plus difficiles. D'abord, juste avant la publication du livre, parce que je me suis dit que ça allait très mal se passer. J'ai même dit à mon mari, on crame tout, on arrête tout, parce que ça va pas bien se passer. Et puis, quand j'ai vu effectivement que ça se passait très mal, mes enfants n'étaient pas bien, mes gamins pleuraient et disaient en classe, maman va aller en prison. Enfin voilà, c'était donc, c'est pas l'ambiance, voilà. Pour parler des choses un petit peu plus personnelles. Et j'ai eu la chance de m'être associée avec des gens courageux, notamment donc mon éditeur qui avait fait appel déjà à une attachée de presse. Moi, j'avais aussi des liens avec des journalistes, et petit à petit, on a pu faire sortir des papiers. Ces papiers sont des bouteilles à la mer qui sont arrivés auprès d'un député, Gérard Bapt, député de Haute-Garonne, ancien cardiologue, député du Parti socialiste, qui a lu ce truc-là, des interviews dans Le Parisien, qui m'a appelé, une journaliste du Figaro, Anne Jouan, qui s'est accrochée à ça. Donc petit à petit se bâtit, c'est raconté dans La Fille de Brest, des gens qui vont s'accrocher, qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible. Et donc pendant quelques mois, alors que le livre était censuré et que je pensais l'affaire complètement foutue, moi j'étais en Charente, voilà, au fond du trou entre deux vignes, hein, et petit à petit en fait se monte une pression sur l'agence, et finalement je suis aidée en particulier par un autre médecin, lanceur d'alerte, qui dispose des grandes données de la sécurité sociale, qui s'appelle le docteur Alain Veil, qui est prévenu par des collègues. Donc tout ça se fait par petits, voilà. Ce sont des gens qui se lèvent. C'est un réseau, voilà, un petit réseau de résistance qui se met en place. Et ce médecin-là regarde sur ces grandes bases de la sécurité sociale, sans le dire à ses chefs, et me dit mais c'est épouvantable, vous avez parfaitement raison, les gens qui achètent du Mediator, qui sont sont opérés en chirurgie cardiaque, ces bases sont anonymisées, mais on peut les croiser, donc on peut vraiment avoir des données, c'est vraiment un trésor de guerre. Et finalement, la coalition de tous ces gens, dans une ambiance de thriller intense, finissent par acculer l'Agence du médicament, et ça va être la grande conférence de presse de l'Agence du médicament le 16 novembre 2010 qui reconnaît qu'il y a eu des centaines de morts, et on sait maintenant aujourd'hui des milliers intoxiqués par le Mediator. Et là, pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a 15 ans, donc vous ne pouvez pas vous en souvenir, il y a eu une explosion médiatique majeure, ça faisait la une de tous les journaux, ça faisait la une de tous les JT, et moi j'étais donc invitée à tout ça. J'avais la chance d'être... Oui, je suis un peu grande gueule, finalement, c'est un peu péremptoire. C'est souvent un défaut et c'est souvent énervant, mais là, franchement, ça m'a servi. Et donc, je me suis retrouvée à parler, à pouvoir commencer à raconter cette histoire. Beaucoup de gens m'ont dit, mais ça doit être terrible, cette pression médiatique, etc. Mais je dis, vous ne vous rendez pas compte, la libération. Et même, je me souviens que mes enfants qui allaient à l'école... on n'avait pas la télé, nous, à la maison, mais me disait, maman est pas folle, quoi. Vous voyez, il se passe quelque chose où tout à coup, la vérité se fait jour, et le premier qui dit la vérité sera exécuté, là, non, finalement, la vérité éclate. La suite a été très, très compliquée encore, mais ça a été un moment de libération, oui, personnel, familial. On va continuer avec le troisième groupe qui va... Il n'y a pas d'autre.
aller encore plus loin. Donc, Julia, Kenza et Anna ils vont vous questionner un petit peu sur la suite et sur aujourd'hui où on en est. Est-ce que ça a fait bouger les lignes, etc. Elles vont vous poser toutes ces questions. Bonjour, Irène Frachon. Nous, on s'intéressait plutôt au lien avec l'industrie pharmaceutique, sur le plan juridique, sur le plan politique. Et donc, on se demandait, selon vous, si le scandale, finalement, de Mediator, en tout cas, qu'est-ce qu'il dit de la profession médicale et de l'éthique que peuvent avoir les médecins et tous les acteurs de la profession? C'est une très bonne question. Cette affaire, donc, a terriblement secoué le milieu médical, les scientifiques, mais pas dans le sens que j'espérais. C'est-à-dire que, quand l'affaire éclate, enfin, médiatiquement, etc., avec des preuves accablantes, la justice s'en empare, 3 juges d'instruction, des mises en examen qui se succèdent, des révélations qui se succèdent à la radio, partout, merci beaucoup. Je me suis dit que tous les médecins, justement, mus par ce sens éthique, qui souvent d'ailleurs disent « oui, j'ai des liens avec les laboratoires, mais j'ai fait beaucoup d'études, j'ai un sens critique », ce fameux sens critique que l'on a de façon innée, hein, je suis capable de distinguer voilà, le bon du mauvais, le bon grain de livret. Et donc, je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait une sorte de levée d'indignation face à ce drame absolu qui était... il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 4500 victimes qui ont été donc dossier par dossier indemnisées. Ces victimes, en fait, dont un grand nombre sont en train de décéder. Je voudrais saluer par exemple la mémoire de Nicole, bordelaise, qui est décédée il y a 2 ans, après avoir mené aussi ce combat très très courageusement. Et donc 4500 victimes avec des descentes aux enfers qui ont été extrêmement bien racontées dans les différents tribunaux, etc. Ce sont les derniers qui ont consommé du Mediator puisqu'ils étaient encore vivants quand le scandale éclate et ils ont pu faire le lien. Parce que qui sait dans votre grand-tante qui a pris du Mediator et qui est morte d'une congestion cardiaque, hein? Or, le Mediator a été commercialisé depuis 1976. Donc on sait que ce sont des milliers de morts, des dizaines de milliers de grandes invalides cardiaques, des centaines de milliers d'atteintes cardiaques valvulaires. Donc c'est quelque chose de strictement gigantesque. Et le laboratoire a été vraiment pris en flagrant délit. C'est-à-dire qu'on avait les documents qui disaient il faut planquer, il ne faut pas dire que c'est dangereux, etc. Donc tout était là. Et il s'est passé strictement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu une levée de bouclier pour défendre Servier, majoritairement. Je ne vais pas faire d'amalgame, pas tout le monde. Toutes les sociétés savantes, l'Académie de médecine, les grands professeurs de cardiologie, tout le monde s'est dressé, tribune, des spécialistes d'éthique, tribune, livre en rafale, pour dire que cette histoire était une fabrication médiatique, qu'il n'y avait pas de victimes, que c'était quelque chose qui était fabriqué pour, voilà, peut-être faire mon intéressante, enfin on peut absolument tout imaginer, et que le Mediator avait probablement fait très peu de victimes. Ça m'a littéralement abasourdi. Alors, moi, ça m'a abasourdi. En réalité, petit à petit, j'ai appris des choses que j'ignorais de l'histoire des sciences, c'est-à-dire que l'esprit de corps, le corporatisme, les systèmes qui sont bousculés dans leur fonctionnement de manière quand même très incisive, se défendent. Et les sachants, parce que les cardiologues n'ont rien vu pendant 30 ans, les chirurgiens cardiaques non plus. Alors c'est toujours la petite blague, vous savez la différence entre Dieu et les chirurgiens cardiaques? Dieu ne se prend pas pour un chirurgien cardiaque. Voilà. Donc c'est des gens qui ont quand même une très haute idée d'eux-mêmes, mais que j'estime par ailleurs, qui font des merveilles.
Et donc, ce que j'ai réalisé, en fait, et donc, il y a eu une levée de bouclier pour protéger le laboratoire Servier, injustement attaqué. Et là, toutes mes certitudes d'éthique se sont effondrées pour en bâtir d'autres, beaucoup plus, en fait, basées sur beaucoup plus de connaissances et de réalité, si je puis dire, de la nature humaine. Et notamment du fait que cette illusion que nous avons tous d'être irréprochables, d'être indépendants, d'être éthiquement nickel, voilà, à part ceux qui dealent ou qui vont assassiner, les bandits, les gangsters, ils savent qu'ils sont des gangsters, ils appartiennent à ce milieu-là. Je reparle du monde des gens bien pensants, et nous sommes incapables, en fait, à un moment donné, de remettre réellement en cause notre propre éthique lorsque ça touche finalement à des intérêts très importants. Là, en l'occurrence, ces liens majeurs avec l'industrie pharmaceutique, le fait que Servier soit une entreprise qui arrose massivement le monde médical, de la cardiologie en particulier. Et donc j'ai vu se dérouler, après l'éclatement public de l'argent, des centaines de millions d'euros. Et alors, je vais donner un exemple particulièrement cynique et choquant. En 2010, il y a eu un grand congrès à Stockholm de la Société européenne de cardiologie, qui est donc vraiment les grands-messes pour les innovations thérapeutiques majeures. Et dans ces grands-messes et congrès, tous les scientifiques du monde envoient des communications scientifiques qui sont affichées sous forme de posters, de communications, etc. Les cardiologues brestois, le Mediator venait d'être retiré, mais n'avait pas encore provoqué le scandale que l'on connaît. Et les cardiologues brestois et d'autres avaient envoyé des communications de grande qualité pour décrire la toxicité du Mediator. Toutes ces communications ont été refusées, ce qui est quelque chose de complètement exceptionnel, qui est du jamais vu. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Je me suis rendu compte que Servier était le sponsor majeur de cette manifestation, et surtout que ce congrès était une plateforme marketing pour lancer un nouveau médicament de Servier dans l'insuffisance cardiaque, apprécier quand même le cynisme, qui s'appelle l'ivabradine, et que l'enjeu était que ça devienne une recommandation internationale. Il y a quelques mois, des investigateurs danois ont découvert que le patron de l'époque de la Société européenne de cardiologie a touché 83 millions d'euros de la part de Servier pour que ce plan marketing se déroule sans accroc. Et notamment qu'il n'y ait pas, par exemple, quelques communications qui jettent l'opprobre sur un produit de Servier. Donc tout ça est dur à avaler, parce que ça continue. C'est-à-dire que ces liens d'intérêt majeurs qui existaient avant, on peut imaginer que les gens, les médecins, les scientifiques, que tous ces responsables n'avaient pas conscience de la... Voilà, c'était inimaginable, cette criminalité. Elle n'est pas visible, elle n'est pas marquée labo criminel, d'accord ? Au contraire, il se présente toujours de manière particulièrement agréable et policée. Hein, le masque de la criminalité en col blanc est glaçant. Mais après, je me suis dit, ça va changer. Alors, ça n'a pas changé. Ça a été d'abord haro sur le lanceur d'alerte, haro sur les victimes. Des milliers m'ont écrit, est-ce que vous connaissez des cardiologues à l'étranger qui pourraient me suivre ? Parce qu'on me ferme les cabinets au nez. Les expertises. Donc, ça a été vraiment un combat bien plus dur, les 10-15 ans qui ont suivi l'éclatement de cette alerte, pour combattre ce négationnisme, parce qu'on peut utiliser ce terme, et cette coalition. Alors aujourd'hui, je me suis dit, bon, la justice va finir par rendre ses verdicts, malgré le fait que ces gens ont tellement d'argent qu'ils peuvent utiliser les droits de la défense jusqu'au bout du bout. L'argent ne compte pas. Donc, ils asphyxient la justice française, qui n'est pas du tout formatée pour faire face à autant de victimes. Nous, on est là pour le gars qui s'est fait braquer. Voilà. On n'est pas du tout là pour ça. La justice, vous savez qu'elle n'a déjà pas de moyens, mais alors pour ça, elle n'en a vraiment pas du tout. Enfin, voilà, il y a quelques pôles qui se créent. Le pôle national financier, on a entendu parler récemment, le pôle national terroriste, il y a un pôle de santé publique, mais c'est quand même avec quelques greffiers et 3 mauvaises photocopieuses. Et donc ça, c'est très très utilisé par ces cabinets d'avocats, mais il y a eu un procès pénal qui s'est tenu, qui a duré 7 mois,
en 2019 jusqu'en 2021, qui a condamné Servier pour tromperie aggravée, blessure, homicide involontaire, qui a définitivement condamné l'agence du médicament pour corruption, corruption, prise illégale d'intérêt, et certains de ses experts. Servier a été relativement épargné dans ce premier verdict, donc le parquet a fait appel. Il y a eu un deuxième procès pénal qui s'est tenu en 2023, le verdict a été rendu fin 2023, et là Servier a été reconnu coupable de tous les délits qui étaient reprochés: commercialisation frauduleuse, escroquerie à la sécurité sociale aux mutuelles, blessure, homicide involontaire, tromperie aggravée. Et là, cette fois-ci, la note, elle commence à grimper. Si on imagine tout ce que ça peut coûter, on frise le milliard d'euros, alors qu'on était à quelques millions d'euros, ce qui était absolument ridicule, plus un petit peu de prison ferme pour le seul grand responsable encore présent. Donc après ça, je me suis dit, bon, quand même, eh bien, quelques mois plus tard, les grands congrès européens de cardiologie trônaient avec Servier. Les ministres de la Santé, pour ne pas le citer, par exemple, Frédéric Valletoux, alors il y en a eu tellement que... il y en a même eu un d'ailleurs qui a été condamné pour corruption, Agnès Firmin-Lebaudot. Dire que les leçons sont tirées, c'est pas encore très clair tout ça. Frédéric Valletoux est invité par le journal L'Opinion pour discuter des enjeux de la santé de demain, sponsor Servier, 3 mois après le verdict. Servier vient de nouer des partenariats avec les grandes institutions et récemment une chaire de recherche à Polytechnique. Okay ? Donc il y a cette espèce d'indifférence au crime économique qui, moi, m'inquiète beaucoup, même si effectivement les lois successives sur la probité, il y a eu des lois qui ont été votées pour la probité médicale, il y a des lois qui ont été votées pour la probité, la haute autorité qui vérifie comment s'enrichissent ou non les grands responsables des institutions publiques, etc. Donc on a à la fois des efforts dans le sens de la probité, de plus de transparence, d'un meilleur contrôle, mais vous voyez que de l'autre, ça se passe pas si bien que ça. Alors par exemple pour l'X, il y a un collectif de victimes des médiators qui ont écrit à la direction de l'X, qui leur a dit... circuler, il n'y a rien à voir. Moi, j'ai écrit aux élèves de l'X avec une bande dessinée. J'en dis, on est d'accord pour que je leur donne une conférence dans quelques mois. On verra si ma cible sont les jeunes. Voilà. Mais justement, si on peut faire confiance à la justice, puisque des lois ont été passées et Servier a été condamné, comment peut-on encore faire confiance à l'industrie pharmaceutique avec ce scandale ? Alors, ce que je dis toujours dans des conférences importantes, où il y a beaucoup de monde, je dis, je suis une adepte de la médecine dure. Je ne fais pas de médecine douce. J'utilise des médicaments qui viennent de l'innovation de l'industrie pharmaceutique, qui sont majeurs, qui permettent de guérir les embolies pulmonaires, qui permettent de guérir de l'asthme, qui permettent de transplanter sans avoir de rejet. Voilà, il y a des chimiothérapies pour les cancers, des chirurgies, des choses qui ont... Voilà. Donc, l'industrie pharmaceutique, je ne suis pas bolchevique, elle est essentiellement d'essence privée, capitalistique, avec malheureusement des niveaux de financiarisation qui poussent à la transgression, comme pour tout un tas de lobbies dans d'autres domaines, mais c'est particulièrement prégnant au sein de l'industrie pharmaceutique. Mais par ailleurs, elle est capable de sortir des innovations dans un travail d'ailleurs avec les universitaires et avec toute une sphère de recherche publique, INSERM, CNRS, etc., les grandes institutions publiques peuvent sortir des innovations majeures et il faut impérativement les protéger. Alors comment le faire ? Effectivement, des affaires comme le Mediator rompent la confiance. Et donc on se dit, quand à déboule un vaccin ARN contre le Covid, qu'est-ce que c'est que ça ? À tel point d'ailleurs, par exemple, que j'ai pris position publiquement pour dire il faut se vacciner parce que les études sont bien faites, que les gens meurent et que ces vaccins protègent efficacement. Et ce message-là, il ne peut être reçu que si on restaure la confiance. Et restaurer la confiance,
Pour moi, c'est être capable de dire des gens comme Servier, pardon, Raus. On ne veut plus en entendre parler tant que vous n'avez pas changé de nom. Même la Fondation Abbé Pierre a changé de nom. Jacques Servier, il est toujours là, alors qu'il est le principal instigateur de ce crime. Actuellement, Servier continue à refuser au cas par cas toutes les indemnisations. Il faut se battre jusqu'au bout. J'ai 30 expertises dans mon iPhone à qui il faut que je réponde encore pour défendre les victimes actuelles du Mediator qui continuent à en souffrir et à mourir parce qu'ils refusent tout, de manière ignominieuse. Donc c'est inacceptable. Et si on veut rétablir la confiance dans le message des autorités publiques, des autorités scientifiques, etc., il faut qu'on démontre qu'on est capable aussi de faire le ménage et de balayer devant notre porte. On en est loin, oui et non. On a la Haute Autorité de Santé, l'Agence du médicament ANSM, qui font des travaux remarquables, qui rendent des avis que vous pouvez consulter en ligne quand vous avez un doute. Alors, des choses que vous pouvez faire pour savoir qu'est-ce que je peux croire, pas croire, au secours, est-ce que je prends des herbes chinoises ou est-ce que je prends... Et en fait, vous avez des institutions qui sont là pour nous protéger, qui sont indépendantes et qui le font bien. Vous pouvez aller sur le site de la Haute Autorité de Santé et rentrer le nom des médicaments qui vous sont prescrits et vous pouvez regarder quel est l'avis de la Haute Autorité de Santé. Et il est valable. Il donne une évaluation du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu. C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux que ce qu'il y avait avant, etc. Quels sont les effets secondaires? C'est très important. Vous pouvez regarder sur le site de l'ANSM, l'Agence du médicament, qui fait des bulletins de pharmacovigilance pendant l'épidémie du Covid. Tous les 15 jours, on pouvait lire la totalité des recueils des effets secondaires des vaccins ARN, par exemple. Vous pouvez vous abonner à la revue Que Choisir, qui est une revue qui a une part sur la santé indépendante, qui est extrêmement développée et qui est de très grande qualité. Il y a également Prescrire, c'est pour les professionnels, mais il y a des fiches qui existent pour le grand public, etc. Donc, il y a possibilité d'avoir confiance dans un certain nombre de sources qui sont solides et qui, je crois, se sont nettement améliorées en termes d'indépendance encore depuis 15 ans. Justement, pour prolonger un peu sur cette question du rétablissement de la confiance, vous nous avez un peu devancé en parlant de votre prise de position au profit de la vaccination contre le Covid. Mais justement, aujourd'hui, à l'heure de la prolifération des fake news et d'autres théories complotistes, comment est-ce qu'on peut, donc pour prolonger sur la confiance, comment est-ce qu'on peut ne pas craindre vraiment une défiance généralisée envers les médicaments, les vaccins et le système de soins en général? Alors, d'abord, il ne faut pas la craindre complètement. C'est-à-dire que quand vous avez une maladie grave, vous allez à l'hôpital, puis vous prenez les médicaments et vous ne faites pas le malin, en général, quand même. Donc, majoritairement, encore aujourd'hui, on fait confiance aux médecins, aux médicaments, et on les utilise massivement. D'ailleurs, les Français sont des très, très grands consommateurs de médicaments. Donc, je ne peux pas dire que la confiance est complètement rompue. Il y a des mouvances très fortes, complotistes, anti-vax, etc., sur certaines spécificités. Mais globalement, quand même, les enquêtes montrent que les Français gardent confiance dans leurs médicaments et dans leur système de santé. Ils savent qu'il y a des tensions financières terribles parce que le dernier truc des labos, quand même, c'est de rendre les médicaments à des prix tels qu'on n'arrive plus à les rembourser. C'est-à-dire que les grandes innovations sont impayables. Et ça, c'est encore un autre sujet mondial et tout à fait préoccupant. Mais donc, il ne faut pas noircir ce tableau quand même de défiance. Il n'est pas aussi grave que cela. Mais c'est vrai que quand on m'interroge sur ces questions-là, plus de probité, plus de transparence, plus d'alerte citoyenne. J'étais il y a 2 jours, je crois qu'il est là d'ailleurs, avec un réanimateur du CHU de Bordeaux qui est très... donc il y a des gens qui se mobilisent, qui s'est mobilisé sur cette question de la formation à l'indépendance. On a fait une journée entière avec toute une promotion d'internes de réanimation et ils sont sortis de là bien secoués et ils nous ont dit on n'oubliera pas ce que vous nous avez dit, donc c'est la formation. Il y a d'autres Bordelais aussi qui se sont beaucoup mobilisés
passer pour donner une formation à toutes les jeunes générations de médecins généralistes sur ces techniques de marketing et qui vont jusqu'au mensonge, etc., pour pouvoir débusquer ces mensonges. Donc, à côté de ce système-là, qui, tel que je vous le raconte, fait un peu peur, il y a globalement quand même un système de santé qui fonctionne, des innovations thérapeutiques, tant qu'on peut les payer, qui sont remarquables, des médicaments anciens qui sont remarquables, et qu'il faut défendre. On a encore des soucis, comme vous le savez, de souveraineté, d'approvisionnement. Enfin, les problèmes sont multiples, mais ça fonctionne encore. Et puis, moi, je compte beaucoup, bien sûr, sur l'alerte, la formation et la formation des jeunes soignants, des jeunes en sciences politiques. J'ai beaucoup rencontré des promotions de sciences politiques, d'étudiants en droit, d'étudiants en sciences biologiques. Voilà, c'est cette formation-là qui est importante. Peut-être pour conclure tout cet entretien, qu'aimeriez-vous que la société retienne de cette affaire? Si vous avez un message à passer. Alors, il est assez simple, en fait. Ne pas oublier. Je repense le discours de Nicolas Sarkozy quand il a donné la Grand Croix Légion d'honneur à Jacques Servier. Il lui a dit, et c'est ça qui m'a le plus marqué: vous critiquez l'empilement des mesures, de la réglementation, des restrictions qui gênent l'innovation, etc. Et vous avez raison. Et qu'est-ce qui a fait ces réglementations qui tatillonnent, cette administration qui vérifie les documents, qui va inspecter les essais cliniques? D'où ça vient? Ça vient en fait de scandales médicamenteux qui existent depuis toujours, bien sûr, les charlatans, c'est quelque chose qui est très ancien, mais depuis qu'il y a une certaine industrialisation, à partir des années 40-50 du médicament, les premiers grands drames des scandales médicamenteux ont éclaté. Alors, je vais dire au hasard, le Distilbène, la thalidomide, le talc Baumol, un truc comment ça s'appelle, la dépakine récemment, le Stalinon, la dépakine beaucoup plus récemment effectivement, qui est un grand scandale, l'androcure, etc. Et le sang contaminé. En fait, c'est un petit peu chacun de ces grands drames de santé publique qui dévoilent des défaillances majeures crée bien sûr une réaction des lois, de la réglementation. Et si on les oublie, on ne sait plus pourquoi cette réglementation est là, à part nous emmerder et empêcher, ça c'est le grand dada bien sûr de l'industrie, l'innovation. Vous allez empêcher l'accès aux innovations. Non, on veut que ces innovations, on les reconnaît, mais on veut qu'elles soient effectivement solides et qu'elles aient été bien bordées. Et elles sont bien bordées par la réglementation. Donc voilà, c'est un plaidoyer pour un équilibre et surtout garder la mémoire de ces affaires-là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci. Merci à tous les étudiants de Sciences Po Bordeaux. Merci Isabelle Castera et un grand merci Irène Frachon d'avoir accepté leur invitation. Voilà. Merci à vous tous. Je suis un petit peu confuse parce que je pense qu'il y a un petit côté... Je m'excuse pour le côté un petit peu monologue parfois, mais je sais que, je le sais dans votre regard, que je réponds à vos questions en fait. Voilà. Vous me pardonnerez.